Bienvenue au podcast Les Héroïnes Invisibles, un podcast qui raconte les parcours de résilience des mamans, ces héroïnes invisibles de tous les jours. Je m'appelle Émilie Proto-Dupont, sociologue, mère 3 fois plutôt qu'une, ainsi que belle-maman, et j'ai eu l'élan de créer ce podcast pour donner de l'espoir aux femmes, aux mères qui traversent des difficultés. Je me plais à dire à qui veut l'entendre que dans ma vie, ce qui m'a fait le plus évoluer, mais en même temps, ce qui m'a fait le plus travailler fort, c'est d'être maman. Je vous souhaite un bon épisode, une bonne écoute. Merci, Lamia. Merci et bienvenue sur cet épisode de podcast où tu vas nous raconter aujourd'hui une multitude d'épreuves qui ont jonché ton parcours de maternité. Mon Dieu, si je m'amuse à les énumérer, il y a la monoparentalité, la séparation qui va avec, un burn-out maternel. Tu vas même oser nous parler aujourd'hui de toutes les émotions négatives qui ont pu t'habiter dans ces périodes-là, notamment le regret d'être devenue maman. Donc, je sens que ça va être un épisode qui va être très riche. Mais sans en dire plus, je te laisse la parole, ma chère, pour t'introduire à nos auditrices et puis que nous puissions tout bonnement écouter ton histoire. Oui, eh bien, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je vais commencer même, je te dirais, tu as même oublié de parler de l'immigration, mais de l'expatriation, où je te dirais mon histoire, elle commence avant, mais ça a eu un gros impact sur ma vie d'aujourd'hui. Mmh. Quand j'ai décidé en fait de quitter, mon pays d'origine qui est la France, ça s'entend. Heu, Très rapidement, il y a 8 ans maintenant, j'ai décidé j'ai eu l'opportunité de trouver un emploi, à Rivière-du-Loup d'ailleurs, belle région dans Bas-Saint-Laurent. J'ai trouvé un emploi qui nous a amenés en fait à Rivière-du-Loup, donc avec, mon ex-mari qui est le père de mes enfants et mes 2 enfants qui à l'époque ont 2 ans et presque 5 et 6 ans ma grande. Paraît que déjà Quand même, tu arrives dans une, j'ose appeler ça une région reculée du Québec, Rivière-du-Loup. S'il y en a qui m'écoutent, qui viennent de Rivière-du-Loup, ils vont peut-être me trouver drôle en disant ça. Mais tu arrives avec des jeunes enfants dans une nouvelle vie complètement. je ne connais absolument pas. Je fais un voyage exploratoire de 1 semaine en mars, pour emménager en juin. On vend tout avec, mon ex-conjoint. On vend la maison, la voiture, enfin le les jouets des enfants. C'est vraiment quand même ça s'est préparé juste en quelques mois d'ailleurs, hein, faut le savoir. En février, je pense que j'ai eu l'offre officielle et en juin, on était, au Québec. Donc ça s'est quand même passé Waouh! oui, oui. Donc, en sachant que j'avais un emploi permanent, enfin, on était vraiment dans une vie, installée. Là, on était propriétaires de notre appartement, donc, on a comme: «Let's go, c'est l'opportunité». Ça faisait des années qu'on en discutait, donc on Ah, s'est dit d'accord. on était déjà dans une démarche, d'immigration où j'avais déjà commencé les démarches administratives pour immigrer au Québec. Donc on était quand même déjà dans un mindset de: «Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, on le fera un peu plus tard». Puis finalement, quand on est un peu dans du recul sur certaines situations, ben ça marche. Et j'ai passé l'entrevue et ça a marché. Wow. Mmh. Hallucinant, mais là, je comprends mieux pourquoi ça s'est fait dans une vitesse grand V à ce moment-là. C'était déjà réfléchi en amont, c'était Oui, oui. quelque chose que vous attendiez en quelque sorte. Malgré que faire ça en quelques mois, je vous lève mon chapeau complètement. Ouais, mais et même émotionnellement, c'était quand même, Mmh. quelque chose parce que, ben, j'en parlais à mon entourage, ils savaient qu'on avait ce projet, mais là, Mmh. ça s'est concrétisé, donc il y avait beaucoup de comme mon ex, il dit: «Toi, tu faisais que dire au revoir». Je disais au revoir aux gens, mais les gens étaient contents pour nous parce que, bah, mes proches étaient contents parce qu'ils savaient que c'était un rêve qu'on avait vraiment depuis, plusieurs années, puis moi, vraiment, je dirais presque 10 ans. Donc, on arrive au Québec. Puis là, je te dirais, c'est pas les problèmes commencent, mais l ce qu'il faut expliquer quand même, c'est qu'une expatriation ou une immigration, peu importe comment on l'appelle, puis nous, c'était pas sur une durée déterminée. C'était on y va, on sait pas si un jour on reviendra en France. Donc on était vraiment dans cette démarche de on n'est pas là temporairement. Si on a laissé toute notre vie derrière nous, c'est pas pour du temporaire, c'est pour avoir une meilleure qualité de vie. C'est pour, que nos enfants découvrent une autre culture, une autre, des saisons différentes. Enfin, nous, on était vraiment dans cette logique de on veut vivre quelque chose de nouveau. Heu, Puis, comme c'est moi qui ai eu l'emploi, en premier, hein, on est venu au Québec, grâce à ça.
c'est surtout que je commence à avoir une charge, financière, même si mon ex-conjoint trouve facilement quand même un emploi, mais j'ai quand même la charge financière de toute la famille, parce que c'était moi qui étais «le plus gros revenu» entre guillemets. Et puis, il y a toute cette adaptation de j'arrive, je vais dire à peu près le vendredi, j'avais juste un appartement qui était vide, donc fallait comme meubler tout en catastrophe. Puis je pense 3 jours après, j'étais au travail. Donc il y a pas eu de et on est en plein été, les enfants sont pas à l'école, sont pas à la garderie, donc c'était sûr que leur père allait pas travailler de l'été. On avait convenu que c'est moi qui allais travailler, et puis, on savait qu'à la rentrée, tout allait rentrer dans l'ordre. Mon fils avait une place en CPE, ce qui est miraculeux. Il y a 8 ans, c'était encore possible, maintenant ça l'est plus vraiment. Hem, donc il y a tout de suite j'embarque dans mon expérience québécoise parce que vraiment Rivière-du-Loup, c'est une expérience purement québécoise. Et puis, j'ai beaucoup de fatigue qui va s'accumuler parce que c'est un deuil d'une vie qu'on fait. On change de maison, on change de pays, on change, d'appartement et puis je change de travail aussi. Donc il y a comme, une sorte de fatigue qui vient s'accumuler, fatigue émotionnelle, je dirais, qui s'accumule, j'ai la charge financière, donc il y a comme vraiment plein de choses qui viennent s'accumuler et quand je repense à ces mois, donc on est arrivé en juin, de juin à décembre, donc en décembre, on a comme les vacances de Noël, avec, mon travail. J'ai pas eu de vacances et en fait, ces mois sont presque j'ai comme un «blackout» entre guillemets. J'ai plus vraiment de mémoire de ce qui s'est passé vraiment. C'était, je pense que j'étais sur le pas comme sous drogue, mais un peu, comme si j'étais sur le high pendant plusieurs mois pour me suradapter à tout mon nouvel environnement. Donc un petit conseil pour les personnes qui veulent immigrer, par exemple, moi, c'était pas une bonne idée d'arriver, de devoir certes, le papa gérait tout, mais en fait, moi, j'ai pas eu le temps d'atterrir, de me dire: «OK, on change de vie», prendre un peu mes repères, 1 ou 2 semaines, récupérer et après commencer à travailler. Je conseille vraiment les gens qui ont un projet comme ça surtout avec des jeunes enfants là, de prendre le temps de redescendre un petit peu, pour faire redescendre tout en fait, la pression. Puis je parle pas du stress administratif en immigration parce que ça s'est pas passé tout à fait comme ça aurait dû se passer aussi facilement, donc on avait quand même vraiment beaucoup de stress. Hem, mais tout va bien, mon emploi, ça se passe super bien. Mon ex-conjoint trouve un emploi dans la même compagnie que nous parce qu'à Rivière-du-Loup, c'est la plus grosse compagnie, de la région, donc ils embauchent ça se fait beaucoup, moins en grande ville, mais ça se fait beaucoup d'embaucher, le conjoint, la conjointe, le frère, la sœur. On ne travaille pas du tout dans des départements enfin, on travaille vraiment même pas lui, il est à l'usine, moi, je suis dans les bureaux, donc on est même pas amenés à travailler ensemble. On a juste le même lieu de travail. Puis petit à petit, on s'adapte. Premier hiver, hein, qui n'est pas des moindres. Ça, je me souviens que ça a été un hiver très, très, très froid. La période de Noël, il faisait -30, -35 et on n'a pas pu faire beaucoup d'activités parce qu'il faisait extrêmement froid. Et puis, là, premier hiver, ça commence déjà un petit peu, de la fatigue qui s'accumule, mais je performe toujours au travail. Ça, il y a pas de souci au travail, j'ai toujours performé. Et puis, le temps avance, puis le temps avance où, je sens que ma fatigue, s'accumule, que je suis de plus en plus irritable et puis là, je pense que c'est l'été d'après, donc c'est pas si loin là, c'est quand même assez rapide. Mes parents viennent, ils trouvent une maison, qui est louée à Rivière-du-Loup et là, en y repensant maintenant, c'est sûr que je donne des petits signaux d'alerte que je vais pas super bien là. Je m'énerve facilement sur mes enfants, bref, il y a comme alors que c'est l'été, je suis censée être heureuse, je commence déjà à me questionner de est-ce que ça a été le bon choix de venir? Alors que sur papier, j'avais vraiment pas à me plaindre là. Tout allait parfaitement bien. Je veux dire, on n'avait pas de problème financier, on habitait à Rivière-du-Loup, c'était génial pour les enfants. Moi, je viens de la banlieue de Paris où c'était, la vie citadine. Là, on a des beaux espaces, on a un super appart, enfin, j'ai vraiment tout qui va. Hem, Puis, des mois et des mois s'accumulent et au final, je pense qu'il y a un élément déclencheur et là, je vais arriver au burn-out là de cette histoire. C'est parce que j'ai lu après sur le burn-out, puis je me suis fait accompagner. En général, il y a un élément déclencheur. Ce qui va se passer, c'est que moi, ma grand-mère va décéder, quand je suis au Québec et j'étais quand même proche de mes grands-parents. Puis là, ça arrive à quel point je me suis rendu compte que je me suis oubliée. C'est là où vraiment quand on est maman,
et qu'on vit, beaucoup de choses émotionnelles qui nous challenge, on a tendance à penser à tout le monde et pas nous. Et la relation avec le conjoint aussi va avoir un fort impact, là-dedans aussi, comment notre soutien émotionnel, si on va l'avoir ou pas. Et ma grand-mère décède, puis, on vient de déménager d'appartement, on a un appartement plus grand, on arrive à la rentrée des classes, mais ma fille change d'école. Puis là, je dis, «C'est pas vraiment le bon moment», en parlant de la mort de ma grand-mère, hein, quand même, hein. Oui, oui, oui. Peut-être que je vais pas aller à l'enterrement de ma grand-mère. Parce que je veux pas laisser, en fait, le père de mes enfants seul avec les 2 enfants parce que je me dis: «Il va pas s'en sortir, c'est trop compliqué, mes enfants ont besoin de moi». J'ai cru que j'étais indispensable pour, le soutien émotionnel de mes enfants et de mon ex. Mais Donc ça, je m'en tu te suis pas rendu compte. sens, forcément, un peu coincé dans tout ça. Puis ce que Ouais. j'entends beaucoup dans ton histoire jusqu'à maintenant, Lamia, c'est que tu pas eu de moment de pause pour récupérer. C'est hallucinant quand on y pense 3 jours après l'arrivée, le décalage horaire, meubler son appartement, Mmh. être dans un nouveau pays complètement. Bang, on commence à travailler. Après ça, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Tu ne peux pas arrêter parce que tu es le pilier financier de ta famille. Et quand arrive un moment important de vie comme le décès de ta grand-mère Ouais. avec tes proches, tu te sens trop, prise dans l'engrenage, quoi. Ouais, puis je dirais même, complètement déconnectée. Je suis Mmh. là, mais je suis plus là. C'est OK. vraiment, puis ça va s'aggraver avec les mois qui vont venir. Je suis physiquement là, mais je suis plus émotionnellement ici. C'est-à-dire que je suis tout le temps ailleurs dans ma tête. Puis la fatigue va s'accumuler, puis quand je reparle de la relation avec le conjoint aussi, elle a un très fort impact sur le soutien émotionnel. Mon ex-conjoint, il avait aussi ses démons, sur lesquels il devait travailler. Puis moi, j'avais besoin de ce soutien, mais il était pas capable de le donner, donc je criais à l'aide et à l'époque, on parlait pas tant de charge mentale, on parlait pas de burn-out maternel, on parlait pas de tout ça. Donc moi, je criais à l'aide, mais il y a personne qui m'aidait. En tout cas mon ex. En tout cas, moi, je percevais pas qu'il m'aidait comme j'avais besoin qu'il m'aide. Puis lui savait pas comment m'aider parce que lui-même n'arrivait pas à s'aider lui-même. C'était un peu chaotique notre affaire. Tu as Donc, totalement, totalement raison. Je me permets juste de t'interrompre pour dire que c'est vrai que le burn-out maternel, maintenant, on en entend plus parler, mais encore, il y a du chemin à faire, pour avoir un arrêt de travail. C'est très difficile. C'est facile, de pouvoir clamer un burn-out lié au travail, mais pour des raisons familiales, c'est plus compliqué. ouais, Donc il y a ouais. encore du chemin à faire. Bref, je te laisse poursuivre. Puis là, quand je parle, donc là, j'en étais à la déconnexion, puis à la distanciation, ça va s'aggraver. C'est-à-dire que je vais, être, très joviale au travail. Moi, je travaille dans les ressources humaines, hein, faut savoir, donc je suis en contact avec les gens au quotidien et je gère, les petits bobos comme les gros bobos aussi. Quand je dis «je gère», c'est je gère les humains, en fait. J'accompagne, aussi des directeurs, des dirigeants à accompagner mieux leurs équipes, en fait. Donc c'est quand même on n'est que dans l'humain. Donc moi, ça me demande, aussi d'être disponible émotionnellement pour pouvoir, donc à mon travail, ça me demande, à la maison aussi. Je suis prise dans un peu un cercle vicieux. La relation se dégrade beaucoup avec mon ex, puis, surtout la relation, elle est très difficile avec mes enfants. Quand je dis extrêmement difficile, c'est-à-dire que Heu, quand arrivait le vendredi soir, puis là, c'est vraiment, avec, beaucoup d'amour que je le dis aujourd'hui, mais ça a été très difficile de verbaliser. Quand le vendredi soir arrivait, moi, ça m'angoissait de passer le week-end avec ma famille. Je n'avais pas envie et le dimanche soir, je n'avais qu'une seule hâte, c'est de retourner au travail. Donc dès que j'avais l'opportunité de ne pas être à la maison, je le faisais pour pas me retrouver avec ma famille. Donc j'en étais quand même rendue, à ce point-là. Wow! Et ça, c'est j'ose pas imaginer, c'est-à-dire que tu as pas de refuge dans tout ça? Parce que si ton refuge, c'est rendu le travail, C'est vrai que ça va pas. imagine. Mmh. Exact. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que là, je prends quand même des raccourcis, mais c'est que moi, j'ai quitté, tu sais, quand on parle d'expatriation, c'est faire un deuil, mais je pèse mes mots quand je parle de faire un deuil parce qu'en fait, moi, j'étais très proche de ma mère et de mon beau-père qui s'occupaient ils étaient à 15 minutes de chez nous. Moi, j'étais entourée d'un village en France. J'avais des amis, j'avais un socle d'amis que Mmh. je connaissais depuis, 20 ans, 15 ans. Moi, c'était ma soupape. Je faisais du sport aussi. Donc j'avais comme toute ma soupape, en France que j'ai perdue en venant à Rivière-du-Loup, et le sport, j'ai pas réussi à m'y mettre. Puis encore une fois, à quel point moi j'ai toujours été sportive, hein.
à quel point on se déconnecte puis qu'on oublie nos besoins, c'est qu'en fait, les sports que je trouvais qui m'intéressaient, c'était à l'heure du rush, quand on a les jeunes enfants, donc entre le 6-8 heures, là. Et en fait, encore une fois, je voulais pas laisser mon ex 2 fois dans la semaine gérer ça les enfants et en même temps, lui ne m'encourageait pas à aller faire il y avait vraiment ce truc de je Oui, oui, sens oui. que ça l'enquiquinait en fait, que ça l'embête, ça le gênait que je sois pas là. Il le verbalisait pas, mais je le sentais dans son attitude et dans son non-verbal. Donc moi, je m'empêchais de faire ce qui aurait pu être une soupape pour moi, c'était le sport, clairement. Puis de sortir de mon environnement, de travail. J'avais besoin de connecter avec des amis, puis j'en avais pas, puis c'est extrêmement difficile là de se faire des amis, surtout quand on est adulte. C'est pas du tout comme quand on est enfant. Bref, donc la situation, se dégrade, et ma relation avec ma fille, elle est extrêmement compliquée parce que ma fille, c'est mon miroir. C'est ça. Je limite, j'ai quelque chose, elle va l'avoir, c'est vraiment un miroir pour moi, ma fille. C'est mon plus gros défi, c'est ma fille. Mais en fait, on est ultra connectés puis, je la supportais plus, en fait. Quand je la supportais plus, c'est qu'elle me parlait, je l'écoutais pas, la pauvre. Je prenais plus plaisir à être avec mes enfants. Puis c'était vraiment puis quand j'en parle, encore une fois, je le dis d'une manière très détachée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tête d'une maman qui fait un burn-out, c'est: «Je suis une mère toxique, je suis une mère qui va faire mal à ses enfants, je suis, horrible, je suis folle, je dois être la seule comme ça. Pourquoi j'ai fait» enfin, c'est un cercle, mental qui ne cesse, en fait. C'est-à-dire qu'on se voit en tout cas, moi, c'était vraiment comme ça que je le sentais, puis vraiment, j'invite s'il y a d'autres mamans qui ressentent ça, faut vraiment qu'elles se fassent aider. Moi, je ressentais du vide en moi. J'étais vide. Vide, à part de la fatigue, ça, j'étais remplie, mais c'était un vide d'émotions. Je ne ressentais plus aucune émotion et encore moins envers mes enfants. Mon conjoint, n'en parlons pas, mais c'était vraiment j'étais vide de joie, j'étais vide de bonheur, j'étais vide, rien. J'avais beaucoup de colère et beaucoup de fatigue. Ça, c'était clair que j'avais ça en moi. Puis un des symptômes du burn-out, il y a donc extrême fatigue, fatigue qu'on récupère pas. Être beaucoup dans la lune aussi. Moi, c'est ça, j'écoutais plus mes enfants, j'écoutais plus mon ex me parler. J'étais il me parlait, mais je faisais semblant d'écouter. Puis c'est horrible. Enfin, je veux dire, c'est puis je me voyais aller, je me disais: «Mais c'est pas la vie que je veux, en fait». Enfin, c'est atroce. Puis il y a un autre, symptôme. Il y en a d'autres, hein, mais ceux-là, moi, c'est ceux vraiment qui m'ont frappé le plus fort, c'est la distanciation affective, ça s'appelle. Et puis, c'est là où tu es complètement disconnect de tes enfants. C'est-à-dire que tu vas, répondre à leurs besoins physiologiques, donc tu vas les nourrir, tu vas laver leur linge, tu vas faire le bain sans aucun problème parce que tu es en mode automatique, mais la connexion affective ne se fait plus vraiment. Puis pour des enfants, là, on s'entend surtout à cet âge-là, là, c'est très, très compliqué. Il y a quelque chose qui, taraude mon esprit en t'écoutant, c'est que je me dis: «Si toi, tu étais distancée de ton état, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as pu en prendre conscience?» Je pense que ma mère, en fait, venait quand même régulièrement. Puis ma mère, elle me disait: «Faut que tu fasses quelque chose ma fille». Il y a eu une des fois où elle était là, puis, je sais plus ce qui se passe. Il y a une dispute qui commence avec, je pense, mon ex. Puis en fait, je pars m'enfermer dans la salle de bain et je pleure et en fait, mes enfants viennent et ma fille, ma grande surtout, parce elle me dit: «Mais maman, tu nous aimes plus?» Je sais quand elle avait 5-6 ans, enfin 6-7 ans là, donc puis et là, je lui dis: «Non, c'est pas que je vous aime plus, c'est que maman, elle est trop fatiguée. Je peux plus. J'arrive plus à m'occuper de vous correctement, je fais que crier». Donc ma fille, en plus, elle a cette capacité à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Hem et je pense, c'est qu'à un moment donné, j'ai touché le fond. Puis quand j'ai touché le fond, moi, j'avais des idées noires. Les idées noires, c'était, qu'est-ce que je fais sur terre? Pourquoi est-ce que je suis ici? Et mes enfants seraient plus heureux si je n'étais plus là. Donc quand tu commences régulièrement à penser que tu vas abandonner ta famille, tu ne rêves que d'une seule chose, c'est de solitude, de calme et ou sinon dormir et puis te réveiller. Moi, j'avais vraiment ces pensées. Je serais jamais passée à l'acte parce que j'ai jamais eu de passage à l'acte, mais c'est quand même des pensées qui me venaient dès que j'avais un petit peu d'espace mental et que j'étais en famille, c'était, «Mais pourquoi je suis là, en fait? Enfin, je sers à rien, je vais juste faire du mal à mes enfants. Ils seraient mieux s'ils avaient plus de mère ou s'ils voyaient plus leur mère». Donc c'est quand même très, très intense.
Et à un moment donné, bah, il y a ma mère qui me fait ses signes. Je commence à regarder un peu mes symptômes aussi sur internet. Je me dis: «Mais il y a vraiment quelque chose qui va pas». Puis je me dis: «OK, là, faut que j'aille consulter». Alors, je commençais à toucher le fond et puis, en fait, moi, la seule issue que j'avais dans ma tête, c'était de quitter ma famille. Donc c'était quitter mon ex et quitter mes enfants et là, je me dis: «Non, c'est pas possible, il faut que je me reprenne en main», et donc j'ai décidé, en fait, d'aller consulter en psychothérapie. Puis ça m'a vraiment beaucoup donc encore une fois, j'incite beaucoup les mamans qui ont un mal-être profond ou moins profond, qui sentent qu'il y a quelque chose qui va pas, qui ont des idées en boucle comme ça vraiment noires. Faut vraiment aller consulter parce que moi, elle m'a vraiment littéralement, elle m'a sauvée cette psychothérapeute. J'ai eu un suivi pendant quelques mois, je pense à chaque semaine, puis c'était mon moment. Donc déjà, Mmh. j'ai commencé à chaque semaine, là, fallait pas me déranger, vous me laissez tranquille, c'est mon moment avec ma psy. Genre, me dérangez pas, laissez-moi tranquille. Donc j'ai commencé à remettre des limites sur là, c'est mon temps. Et puis cette psychothérapeute, elle était spécialisée en burn-out, mais professionnel. D'accord, d'accord. Mais là, elle voyait les similitudes quand même des Exactement, symptômes, mais qui étaient pas ouais. associés à ta sphère professionnelle, justement. Exact Je et c'est là vois. ouais et c'est là où elle a mis des mots déjà, donc cette psychothérapeute a pu mettre des mots sur mon mal-être. Puis moi déjà, moi je suis quelqu'un, j'ai besoin de mettre des mots, j'ai besoin de comprendre l'origine, d'où ça vient. J'ai vraiment besoin d'aller vraiment profond dans mes émotions, ce que je ressens. Puis elle la première rencontre, elle me dit: «Écoute, tu as tous les symptômes d'un burn-out professionnel, sauf que toi, c'est dans ta vie familiale» et c'est ce que tu disais un petit peu, bah, quand tu es, en off ou voilà, je ne sais plus, quand tu es en burn-out professionnel, on te met en arrêt maladie, puis on te sort de ton environnement professionnel et tu peux te reposer. Elle dit: «Là, le problème, c'est quand ce sont des burn-out», on dit parental, maternel, peu importe, on peut pas te sortir de ta famille. Bon, en tout cas, sauf s'il y a vraiment, gravité qu'il faut être hospitalisé, mais on peut pas te sortir de ta famille. Donc là, on a commencé à beaucoup travailler ensemble. Puis moi, je lui parlais beaucoup de besoin de solitude, de calme, de faire des choses juste pour moi, d'avoir un planning où je fais des choses pour moi, en fait. Parce que quand on a des jeunes enfants, puis tout le monde va se rec toutes les mères vont se reconnaître, notre planning, il est fait, faut aller au parc avec les enfants, faire du ski. On fait plus vraiment d'activités plaisir uniquement pour nous. Ça nous fait plaisir de faire plaisir à nos enfants, mais en fait, c'est important de garder du plaisir pour nous aussi, juste nous. Heu, J'ai senti dans ta voix quand tu as parlé à tes enfants en disant: «Là, laissez maman tranquille, juste c'est mon heure à moi pour mon psy». C'était viscéral, en fait, ce c'est moment-là, pour toi, que ta psy t'a amené à recréer dans ta vie. Je me permets aussi juste de te féliciter parce que quand tu t'adresses à ta fille ou je vois que tu prenais la peine de verbaliser à tes enfants dans des mots qui comprennent ce que tu vivais. mmh, Ça, je trouve ça génial parce que comme ça, ils pouvaient pas ne se sentir, mal de ton état ou quoi que ce soit. Tu leur dis: «Maman est fatiguée» ou tu sais, tu leur disais dans des mots qu'ils comprennent. Heu, oui, oui. bravo pour ça. Puis j'ai pas toujours été, c'est ch là, je te parle de situations qui m'ont vraiment marquée, où j'arrive à verbaliser, mais ça a pas toujours été le cas non plus. Là, des fois, je me mettais en colère, de manière disproportionnée pour un truc qui n'avait pas rapport. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers ça, ma relation avec leur père de mes enfants se dégradait aussi énormément. Hein, j'en parle moins parce que le focus est sur le burn-out maternel, mais je reviens encore là-dessus. Le support et la relation qu'on va avoir avec le conjoint a un impact énorme. Certes, nous, on a notre travail à faire sur nous-mêmes, de la famille idéale qu'on imaginait versus, au final, ce qu'on vit, dans notre quotidien. Mais la relation avec le conjoint va avoir aussi un impact dans le fait qu'on va peut-être s'en sortir un peu mieux ou peut-être qu'on va tomber un peu moins bas aussi, parce que moi, je suis vraiment tombée au plus bas du bas. L'étape d'après, c'est la maltraitance envers ses enfants. Dans le burn-out, là, on arrive à un step où après, ben, comme on supporte plus nos enfants, ben, on est à la maltraitance. Moi, j'étais juste avant la distanciation affective. Puis cette psychothérapeute, je lui dis: Je rêve de calme, de silence, je rêve de partir un week-end seule». Et là, elle me dit: «Bah, pourquoi tu le fais pas?» Et là, je commence à trouver: «Oui, mais non, mais je peux pas». En plus, on avait les moyens. Je veux dire, on n'a pas je pouvais partir, une nuit à l'hôtel à Québec. Enfin, je veux dire, je pouvais le faire, là. J'avais vraiment Elle me dit: «Bah, pourquoi tu fais pas?» Puis là, je commence à trouver des excuses, puis elle me dit: «Je te laisse y réfléchir». Finalement, je réfléchis, puis j'en parle à mon ex qui n'est pas très heureux que je pars en fait, que je parte en tout cas, je commence à lui en parler pour tâter le terrain. Lui, je sens que ça lui convient pas et en fait, je me dis: «Bah, en fait, non».
ça marche pas. Faut que je m'occupe de moi. Faut que j'arrête de faire, pour faire plaisir à mon ex. J'ai besoin de ça. En fait et puis quand je lui explique que j'ai besoin de ça pour ma santé mentale, je vois que lui, il est pas du tout il comprend pas, en fait. Il n'est pas réceptif. Puis là, ça creuse encore plus le: «OK, je lui explique que j'ai besoin de ça pour ma santé mentale et il ne me soutient pas». Donc là, je commence à Il y me a un rendre fossé qui se crée d'incompréhension entre vous 2 à ce moment-là. Puis c'est un ouais. cercle vicieux, tu sais, si l'autre te donne pas la liberté de prendre soin de toi, d'avoir des moments pour toi, dans sa façon très subtile ou peut-être même très manifeste de dire de manifester son désaccord, c'est difficile pour toi de partir librement, le cœur léger, voilà? C'est non, bah, c'est pas possible, en fait. Tu pas donc je l'ai quand même fait. Il m'a à peine d Je me souviens de ces moments parce que c'est vraiment des moments marquants dans mon parcours parce que je pense que c'est les moments où qui me font, passer à l'étape d'après, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait un moment que je pensais à le quitter, mais la psychothérapeute m'avait comme freinée en me disant: «Tu n'es» ouais, la psychothérapeute m'avait dit: «Tu n'es pas dans un état émotionnel assez stable pour Pour gérer une séparation, quoi. et pour OK. prendre une décision éclairée». Elle avait pas tort, c'est vrai parce que j'étais tellement au fond du trou que je croyais que le quitter, ça allait régler tous mes problèmes alors que c'est pas mon cas, ça m'a aidée, mais en vrai, c'est pas que ça non plus et puis pour d'autres personnes, ce serait clairement pas ça non plus la meilleure solution et donc la psychothérapeute me dit: «Non, ne je te le déconseille en tout cas». Puis j'avais parlé de faire, j'ai essayé tout, une thérapie de couple et encore une fois, elle me dit: «Mais tu n'es pas disponible émotionnellement pour t'investir dans une thérapie». Elle dit: «Il faut vraiment que tu t'occupes». Ma psychothérapeute vraiment, elle m'a mis ces barrières que j'arrivais pas à me mettre et encore une fois, je voulais me sacrifier, pour, faire en sorte que mon couple aille mieux, mais en fait, ma psy, elle m'a comme vraiment dit: «Non», en fait. Ou je sais plus comment elle me le disait, mais en tout cas, moi, ça paraissait que, ben, c'est pas une bonne idée et au final, bah, j'embarquais avec elle parce qu'elle avait raison. Hem, donc finalement, je fais ce fameux week-end et mon Dieu, c'était tellement bon. C'était pas long, là, c'était même pas 24 heures que je suis partie et je me suis dit: «OK, bah» et là, je pense que le travail de vouloir vraiment me reconstruire, moi, en tant que femme, il a commencé à s'amorcer à ce moment-là. Puis fast forward, je dirais que j'ai repris du poil de la bête, j'ai commencé à me refocuser sur moi, j'ai commencé à refaire du sport. Puis ça, c'est vraiment pour moi, c'était comme quelque chose qui venait vraiment qui me manquait dans ma vie. J'ai commencé à faire du sport. J'allais à la salle quand je pouvais y aller, sinon je m'entraîne à la maison, mais j'essaye tant que je peux 2 fois par semaine, mes petits moments, de m'entraîner, à la maison, en salle. Puis ça a comme ça c'est comme rendu dans mon lifestyle au final et puis, les mois passent, puis là, je pense que c'est 2019, c'est ça. Donc tu vois, on est arrivé en 2017 là. En 2019, j'annonce à mon ex que je veux plus, vivre, avec lui, que je veux qu'on se sépare. Puis cette décision, je l'ai prise parce que c'était rendu, puis je le dis encore aujourd'hui, pour ma santé mentale, fallait vraiment que je le quitte. Puis c'est pas du tout une mauvaise personne, hein, le père de mes enfants, c'est pas du tout ça, mais on était rendus où, bah, moi j'avais plus d'amour pour lui. Moi j'avais des choses à régler avec moi-même et je pouvais pas le faire quand il était dans mon environnement, en fait. Donc on a décidé de se séparer et donc là, la vie de maman monoparentale est arrivée. En garde alternée, ça je dis, c'est quand même une chance la garde alternée parce que c'est sûr que je le dis et vraiment si j'avais dû avoir la garde de mes enfants, H24 là, 100 du temps, je serais rentrée en France. Parce que pour moi, ne pas avoir de cercle familial j'avais quelques amis, mais pas au point de les solliciter si vraiment, j'étais en difficulté, versus mes amis en France où je passe un coup de téléphone, elles viennent garder mes enfants. On n'était pas c'est normal qu'on n'était pas dans le même degré d'amitié parce que ça faisait moins longtemps aussi que je connaissais. Hem donc il déménage, décembre 2019, il déménage, puis, bah, 2020, Covid arrive. Heu, Excuse-moi de t'interrompre, juste pour nous situer un peu, tes enfants sont rendus à quel âge au moment de la séparation, de la garde partagée? Tu t'es mon fils a 4 ans, d'accord, d'accord. 4 4 ans parce que ça fait 2 ans qu'on est là, puis il est arrivé à 2 ans, donc ma fille a à peu près 8 ans. Parfait, merci. À travers tout ce parcours de burn-out, il y a aussi une question, qui m'est qui était qui était comment dire? Enfouie, puis qui est remontée beaucoup, c'était mon rapport avec ma maternité.
parce que, j'avais beau, reprendre du poil de la bête, j'étais accompagnée par une psychothérapeute, j'ai repris le sport, mais j'avais toujours ce feeling de: «Oh, cette vie de maman, j'ai l'impression qu'elle est pas pour moi». Et puis, j'ai commencé à me questionner et il y a de la littérature, un petit peu que j'ai trouvée sur: est-ce que vraiment je suis heureuse d'être maman? Est-ce que c'est une vie, dans laquelle je me sens épanouie? Donc la réponse à l'époque, c'était clairement non. Aujourd'hui, il y a des hauts et des bas comme toutes les mamans, mais vraiment il y a question aussi là, un peu plus poussée, OK, est-ce que je regrette d'être maman? Puis, c'est encore des livres que j'ai lus où la question fatidique, c'était: «OK, si j'avais su avant de faire des enfants, tout ce que ça impliquerait émotionnellement, physiquement, tout, vraiment, est-ce que je referais des enfants?» Puis moi, ma question pendant des ma la réponse à ma question, c'était clairement non. Puis ça, je veux bien insister sur le regret maternel. Puis il y a une autre Française qui en parle aussi. Ouais. Heu, elle a écrit un livre, hein, là-dessus, ça veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants, là. Puis quand on a un burn-out et puis quand on est aussi, dans à se questionner si on regrette d'être mère ou pas, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on a pour nos enfants. C'est bien C'est de distinguer les 2. C'est absolument, ça vraiment nous donne la liberté d'être, authentique avec ce qu'on ressent réellement, si on a un regret ou pas d'être devenue maman. Oui. puis, et en fait, moi, mes enfants, c'est ma vie comme, une «maman saine d'esprit» entre guillemets. On veut le bien pour nos enfants, mais en même temps, quand on n'est pas capable de leur apporter ce bien-là, c'est bien d'en avoir conscience aussi. Puis je me souviens, c'était une phrase que je disais beaucoup à ma psychothérapeute: «Je suis pas une bonne maman» Mmh. et je dirais même, j'allais plus loin, je dis vraiment: «Je suis une mère de merde». Je disais vraiment, ces phrases très, très régulièrement, puis elle me disait: «En fait, tu serais pas en train de me parler si tu étais vraiment une mauvaise mère». Ah, j'adore. Mais c'est Mmh. c'est c'est vraiment ces phrases-là que j'avais besoin d'entendre, parce qu'en fait, ça me ramenait à oui, c'est vrai que si je me prends en main, si je veux me soigner, en fait, c'est pour moi, mais aussi c'est pour pouvoir que mes enfants, ils aient une maman épanouie, puis que je puisse passer des bons moments avec eux. Hem, donc le regret maternel, c'est un sujet encore très tabou, mais c'est important de se questionner. Ça veut pas dire qu'on va abandonner nos enfants demain, mais ça c'est peut-être intéressant d'aller creuser, OK, mais c'était quoi l'idée que tu te faisais de ta maternité versus la réalité de la maternité? Moi, j'ai réfléchi beaucoup à mon histoire, puis je me dis: «OK, je vois d'où ça vient». Moi, ma mère, elle a jamais montré de difficulté à être mère alors qu'elle était monoparentale. Ah Ma mère était oui? monoparentale à 100. Je voyais mon père, une fois ou 2 semaines mais elle était entourée d'amis, de ses sœurs, de mes grands-parents et en fait, elle n'a jamais montré puis c'est l'ancienne époque aussi là, montré de faille, de difficulté à être, ma mère, en fait. Donc moi, je me disais: «Bah, Mmh. ça va être C'est vrai. génial, maman, ma mère, elle a jamais galéré pour être, mère» et en fait, moi, ça m'a frappée en pleine face parce que moi, j'ai pas du tout le même rapport à la maternité, Je suis curieuse, Lamia, est-ce que tu as posé la question à ta mère? oui. Comment elle vivait ça, être mère, en fait? Elle a dit qu'elle, elle l'avait pas mal vécu. Au contraire, elle a adoré être mère. Puis moi, je me souviens, ma mère faisait tout pour moi aussi, hein, quand j'étais jeune, on jouait beaucoup ensemble. Moi, j'ai jamais trop aimé jouer avec mes enfants. On jouait aux jeux de société pendant des heures, elle organisait toute sa vie autour de moi. Ça veut pas dire non plus qu'elle a pas profité. Ça lui est déjà arrivé de partir en vacances sans moi, des fois elle allait en soirée, elle me faisait garder par une donc elle avait quand même sa vie. Mais je pense qu'elle s'est moins questionnée sur son rapport à la maternité que moi. Puis elle en a eu qu'un, puis moi j'en ai eu 2. C'est aussi très, très différent la dynamique. Je veux pas dire que c'est plus facile, là, ça n'a juste rien à voir, mais il y a encore une dynamique différente de quand on en a 3 ou quand on en a 4. Et moi je me souviens, heu, quelques semaines après avoir accouché de mon deuxième, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit: «Maman, pourquoi j'ai fait un deuxième enfant? Ah oui, à ce point. Je me sens pas capable de m'en occuper». Puis Ouais. ça faisait juste quelques semaines que je venais d'accoucher. Donc bon, il y avait, certainement une fatigue, mais Je me trompe peut-être, mais en tout cas, je sens dans ton discours qui est très franc, qui est très authentique, par rapport à ouais, c'était plus de boulot que je pensais être maman, mais à quelque part, tu as quand même, on dirait, retrouvé ce plaisir-là dans ton oui. rôle de mère. Oui, j'ai beaucoup je me suis occupée de moi. J'ai pas de solution miracle là, c'est ce que je dis. Il y a pas de solution miracle, quand on a ce mal-être. Faut s'occuper de soi, donc aller vraiment consulter les professionnels en santé mentale. Ça, c'est vraiment première des choses. Trouver, trouver des activités qui nous font plaisir, mais à nous, sans personne. Moi, c'est le sport. Maintenant, je fais de la danse, mais avant, je faisais de la boxe, peu importe. Mais trouver ces moments, aller dans un café, prendre un livre,
aller voir ses amis parce que maintenant j'ai de la chance d'avoir réussi à créer, des cercles d'amis où je suis vraiment, bien entourée. Hem, donc c'est vraiment se reconnecter à soi, écouter sa petite voix. Quand il y a Mmh. quelque chose qui va pas, on le sait quand il y a quelque chose qui va pas, on le sait. Donc on n'enfouit pas ça sous le tapis. Puis il faut vraiment comme aller, à faut retrouver ces petits bouts, puis ça peut être des petits bouts de plaisir. Là, je sais que quand on est débordé, puis moi, je sais, ça me paraissait mais une montagne de m'entraîner juste 1 heure par semaine au début, mais c'était une montagne pour moi. Puis au final, j'ai fait, 1 heure par semaine, puis après 2 heures, puis maintenant je suis capable de m'entraîner 3 à 4 fois semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sentiment de regret maternel, moi, il s'est aussi atténué parce que j'ai travaillé sur moi, mais aussi parce que mes enfants grandissent. Moi, là, dans le regret maternel puis le burn-out, il y avait cette sensation d'avoir perdu ma liberté. Ça, Mmh. je pense qu'on le mentionne pas, assez, aussi, c'est que, on perd une part de liberté et d'insouciance quand on devient parent. Puis on a beau le savoir, encore une fois, il y a toujours: «Oui, mais tu t'attendais à quoi? C'est ça faire des» en fait, quand tu le vis, c'est pas pareil. C'est pas la même chose, Attendez, exactement. mais quand c'est dans ta vie, c'est pas pareil. Hem, donc cette liberté qu'on perd, en fait, parce que tout, notre horaire est fait autour de nos enfants. Moi, mes enfants, maintenant, ma fille, elle a 13 ans. Mon fils, il Mmh. va avoir 10 ans. Donc dès qu'ils ont commencé, parce que moi, j'ai déménagé de Rivière-du-Loup, puis je suis venue à Québec, en 2021. Maintenant, ça fait, déjà 4 ans. Mon Dieu, ça passe vite. Mais moi, dès que j'ai pu, j'ai pris une baby-sitter, puis j'allais faire mes séances de sport le soir. J'ai trouvé un emploi, très flexible au niveau des horaires, donc je pouvais m'organiser. J'avais comme mes petits plaisirs quand Mmh. même, d'amis. Donc j'ai vraiment, retrouvé plaisir à être maman, mais parce que j'ai du temps pour moi. C'est rendu mon plaisir, mes besoins, je dirais même avant le plaisir, sont un non négociable aujourd'hui. C'est-à-dire si je ne peux pas remplir, mes besoins émotionnels, puis là, c'est vraiment pour moi, c'est des besoins émotionnels, je peux pas être totalement disponible, pour mes enfants. Puis ça m'arrive encore, hein, je suis fatiguée, des fois, je m'énerve bien trop facilement. Je suis pas tout le temps, des fois, je me dis: «Mon Dieu, c'est difficile la monoparentalité» parce que ça nous frappe toujours quand même à un certain moment, quand on doit faire les devoirs de l'un de l'autre, on est quand même beaucoup tiraillés. La monoparentalité quand on a plusieurs enfants, c'est un tiraillement à chaque fois. Hem, mais le fait qu'ils grandissent fait que moi, je retrouve ma liberté. Puis moi, la liberté, c'est une de mes valeurs fondamentales dans la vie. J'ai l'impression de récupérer, en fait, un bout de moi, heu et prendre du Excellent. plaisir. Donc c'est ça, retrouver un bout de moi fait que je peux en donner un petit peu plus à mes enfants aussi. Donc le fait qu'ils grandissent, puis encore une fois, quand on est monoparental, je pense que ça fait grandir plus rapidement les enfants aussi. Ça les pousse aussi à être, plus autonomes peut-être plus rapidement, plus matures aussi, plus responsables, donc moi, mes enfants, ils sont peut-être plus autonomes que des enfants qui vivent, avec, un couple, avec leurs 2 parents, mais c'est correct aussi, là, c'est pas donc moi, c'est vraiment mon sport et mon plaisir n'est plus un mes besoins, c'est plus un c'est un non négociable. C'est comme manger, dormir, faire mon sport, m'occuper de moi. Puis c'est sûr, le fait que je les ai pas 1 semaine sur 2, comme je te disais, j'ai la semaine où je donne tout quand je les ai. Et puis au début, c'était vraiment je donnais tout, 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 puis donc j'arrivais vraiment à bout de souffle à la fin de ma semaine, puis après je reprenais mon souffle. Là maintenant, j'essaye de temporiser un peu plus. Je donne tout, mais moins dans l'intensité. Je m'écoute aussi un peu plus, même si j'ai des coups de fatigue quand je suis avec eux, je m'écoute aussi un peu plus en me disant: «C'est correct si on fait pas 3 activités dans le week-end là, on va se calmer aussi». Parce qu'on a aussi cette pression quand on est monoparental, hein, comme on a nos enfants un week-end sur 2, on a envie de faire, des activités, avec eux, donc on se met comme une certaine pression, je trouve, là-dessus. C'est inconscient, mais plus ou moins, mais ouais, c'est vrai: «Ah, je les ai qu'1 semaine sur 2, faut qu'on profite». Voilà, voilà, c'est intéressant. Puis à un moment donné, on se calme. À t'écouter, C'est c'est ça, ça qui à un moment arrive. donné, on se calme et puis, des fois, si on passe le week-end en pige, à un peu, faire des gâteaux, puis jouer à la console, puis lire et se faire des chocolats chauds, en fait, c'est parfait aussi. Absolument, il y a beaucoup de vécu, je sens, et de sagesse dans ce que tu viens de dire, puis, je trouve ça intéressant parce que la séparation, oui, ça l'amène sur l'eau de difficulté, mais pour toi, à quelque part, tu as pu en tirer des avantages finalement.
bien plus d'avantages et encore une fois, c'est mon expérience personnelle que je partage. Ça veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais moi, c'est sûr que la séparation, ça a été un catalyseur, en fait, d'une meilleure santé pour moi mentale, de puis de me reconnecter à moi, puis de me donner de l'amour au final. C'est ça l'essentiel dans la vie, là. On vit pas sans amour. Puis avant d'en donner aux autres, bah, c'est bien de s'aimer quand même un minimum, là. Tu sais, il y a comme un seuil minimum. Hem, Puis pour rien au monde, je regrette ce que j'ai fait au final. C'est ce qui m'a amené ce que je suis aujourd'hui. Puis je pense que, c'est sûr quand on est dedans, c'est extrêmement difficile, puis on n'a pas ce recul, mais après quelques années, on dit: «OK, j'ai vécu tout ça pour m'amener où je suis aujourd'hui, puis c'est OK. Puis si c'est à refaire, bah, je le referai». On est dans la souffrance, quand on est dans la souffrance, c'est extrêmement difficile, mais quand on a passé le cap, qu'on revient en arrière, on se dit: «En vrai, presque merci d'avoir vécu tout ça parce que maintenant c'est pour ça que je me priorise, c'est pour ça que je m'aime, c'est pour ça que je suis plus épanouie dans ma vie, c'est pour ça que j'ai retrouvé un amoureux qui lui, bah, va me traiter comme une princesse, puis lui, au contraire, quand il voit que je commence à ruminer à la maison, il dit: «Va faire ton sport, va, donc va voir tes copines». Donc C'est bon donc ça! C'est ouais excellent! et c'est les opposés, mais c'est parce que c'est les standards aussi, puis c'est comme ça qu'il m'a rencontrée où je me priorise, puis c'est plus négociable, en fait, pour qui que ce soit et même pour le travail, hein, d'ailleurs. Ah Même pour oui? le travail. Oui, oui, parce que moi j'ai beaucoup, pendant la période covid, je suis passée vite là-dessus, mais on a été confinés, hein. C'est pas une, ce n'est pas une grande nouvelle. Mais nous, en tant que ressources humaines, on a été extrêmement sollicités, donc je faisais des heures à rallonge. Puis c'est là où je me suis dit: «OK, je laisse encore au détriment, heu, encore au détriment de mon travail, ma santé mentale». Donc ça c'était comme non, je recommence, je refaisais un pattern de je me laissais dans ma relation avec mon ex, bah, là je me redédie à mon travail, puis là c'était comme non ça marche plus. Puis après j'ai commencé à mettre des limites, aussi dans mes horaires de travail, ce que je suis capable de fournir. Bah, parce qu'en fait j'ai décidé que ma vie personnelle et mon bonheur passent avant tout et que c'est pas mon travail, le jour où le travail il a plus besoin de moi, il me dira: «Bye bye là, on s'entend?» C'est pas lui qui va me rendre heureuse, tant mieux si on est heureux au travail, c'est très important. Mais il faut garder en tête que, bah, tout mettre dans son travail, surtout pour un employeur, je parle, hein, bah, en fait, c'est pas tout parce qu'on a aussi notre vie, personnelle, qu'on ait des enfants ou pas, qu'il faut garder, en fait, faut garder cet équilibre et moi, je l'ai un peu perdu, mais c'est quand j'ai changé d'emploi et que je suis venue à Québec, c'est comme j'ai mis des limites, là. Moi, je travaillerai pas 40 heures semaine. S'il faut le faire de temps en temps, je le ferai. Mais je dis: «Moi, je suis maman monoparentale, quand j'ai mes enfants, je profite avec eux». Je il y a personne d'autre qui va gérer pour moi la semaine où je les aide, donc je vais être disponible pour eux aussi. Donc c'est tout un travail là, c'est vraiment, sur tous les aspects, de la vie. Je veux dire, on peut, faire des transferts sur tout ce que j'ai vécu, c'est des transferts dans tout ça s'auto-transfère dans les différents domaines là de la vie, au final. Puis l'expatriation, je veux juste, finir là-dessus, heu, ça a comme été un processus où encore une fois, on se rend pas compte des transformations, c'est à quel point c'est transformationnel, mais profondément. Parce que peut-être que j'aurais pas vécu tout ça si j'étais restée en France dans mon petit Mmh. cocon. À sortir de ma zone de confort, ça nous a tous sortis de notre zone de confort, puis là, ça a comme une petite bulle qui a éclaté. Je pense que la séparation avec mon ex serait arrivée quand même, ça, c'est ça je le savais, mais par contre, peut-être pas de cette manière-là. Donc Ça l'a exacerbé en vous laissant à vous-même finalement et confronté à exact. ces épreuves-là en latence puis mais ce que je retiens puis ce qui me donne en tout cas moi, m'insuffle du courage, pour la suite, c'est que c'est un bel exemple que c'est possible de faire des arrangements dans toutes les sphères de notre vie qui Mmh. conviennent pour nous donner cet espace-là à nous-mêmes. Parce que moi-même, j'étais dans cette pensée de: «Mais non, j'ai pas le temps d'aller prendre ma marche de 10 minutes dehors», tu sais? Mais non, je peux créer cet espace-là dans ma vie et non seulement dans ma vie personnelle, familiale, mais aussi au travail. Ça me donne Bah, du courage d'écouter qu'il mmh. suffit d'oser, quoi. Il suffit d'oser, petit pas par petit pas. Puis j'avais entendu une phrase, c'était dans le milieu professionnel, mais encore une fois, c'est une phrase qui s'applique dans tous les domaines. Il y aura personne pour te mettre des limites dans ta vie. Si tu ne mets pas de limites aux gens ou à ton travail ou dans ton environnement, les gens vont, puis c'est pas forcément toxique, puis c'est pas méchant, puis c'est pas forcément conscient. Mais en fait, si tu mets pas tes propres limites, tu un petit carré de sable où tu te dis: «Bah, là, c'est trop», bah, les gens, ils vont passer par-dessus, en fait.
Si tu mets pas de limite, il y a pas de limite, donc je peux y aller. Puis pour moi, mettre des limites, c'est pour mon bien-être, en fait. Là, ça dépasse la limite de mon bien-être, donc ça s'arrête là, en fait. Ou on discute, ou on souffre, enfin, peu importe la situation, mais il y a personne qui va te mettre des limites pour toi-même à part toi. Ta clôture, je pense, d'une façon très percutante l'épisode, mais je te donne quand même le mot de la fin si tu veux ajouter quoi que ce soit, ce que tu aurais envie de dire, aux mamans qui t'ont écouté aujourd'hui. Moi, personnellement, je me suis retrouvée dans tes témoignages. J'ai pas vécu de processus d'immigration, mais te dire qu'il y a beaucoup d'aspects que tu nous as révélés dans lesquels je me suis retrouvée. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos auditrices qui t'écoutent? On en a parlé, mais j'ai autre chose qui me vient en tête, c'est demander de l'aide demande du courage. Puis être maman et être femme, c'est être courageuse, quelle que soit l'avenue qu'on va prendre. Puis on a des capacités, sous-estimées. On n'a pas idée à quel point on est puissante et qu'on est forte, mais c'est encore une fois, c'est pas les gens qui vont nous donner cette puissance, c'est à nous donner, cette puissance et cette force. Puis des fois, ça demande que pour récupérer cette force ou cette puissance, on ait besoin d'aide de quelqu'un, d'un professionnel de la santé. Donc vraiment, faut oser demander de l'aide. Puis demander de l'aide, c'est pas être faible. Demander de l'aide, c'est avoir beaucoup de courage. Parce que ça veut dire qu'on reconnaît que, là, j'ai besoin de soutien, puis je suis plus capable de m'apporter ce soutien, puis c'est OK. Puis certainement que quand on commence à faire cette démarche, c'est que du beau qui va arriver. Quand on est dedans, je le sais, quand on est dedans, on n'en voit pas la fin. Mais il y a toujours une fin à quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est tout est temporaire et impermanent. Tout est temporaire et impermanent, mais c'est dans la souffrance des fois qu'on vit ces choses temporaires, puis ça peut nous paraître vraiment gros, mais on a cette force et cette puissance en nous. On met au monde des enfants. Puis même pour celles qui ont pas mis d'enfants au monde, on reste des femmes, on a toute notre historique derrière, tout ce qu'on a vécu en tant que femme où on a une force inexploitée, honnêtement. Donc c'est ça, vraiment, s'écouter, puis écouter sa petite voix. Quand il y a quelque chose qui va pas, on ne l'éteint pas, on ne la met pas de côté, on s'écoute et on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour écouter cette petite voix. Merci Lamia. Je vais essayer d'être attentive à ma boussole intérieure et je vais me rappeler que les enfants grandissent, que c'est éphémère, qu'ils vont gagner en autonomie. Exact, puis il faut leur donner cette autonomie aussi, hein, faut pas oublier. Oui, absolument. Merci pour ton écoute, Amy, merci beaucoup. Si jamais le vécu qui est raconté dans cet épisode vous parle et qu'il s'agit d'une situation que vous devez traverser présentement, il est proposé dans le descriptif de cet épisode des ressources communautaires au besoin. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur du courage pour traverser l'épreuve que vous vivez présentement. Les mères, nous sommes beaucoup plus fortes qu'on le pense. Ah oui, j'oubliais, s'il vous plaît, aimez cet épisode ou abonnez-vous afin d'encourager notre travail.